pourquoi il a fallu, au fil du temps, admettre que le Code civil ne permettait pas de tout traiter et qu'il fallait, pour traiter un certain nombre de problèmes apparus après 1804, qu'il fallait s'éloigner du droit civil, admettre des subdivisions du droit privé qui ne soient pas intégrées dans le Code civil. Deux images pour vous faire comprendre pourquoi le Code civil qui vise la situation de gauche ne peut s'accommoder d'une réglementation de la situation de droite. Qu'est-ce qu'on voit à gauche ? On voit une scène de marché, une scène de foire. On voit que chaque commerce est spécialisé. Vous voyez, personne ne vend la même chose. Et puis on voit que les gens parlent entre eux. Ça, c'est le commerce idéal du Code civil. C'est un commerce qui crée du lien social pour deux raisons. D'abord parce que personne n'offre une prestation globale. Donc celui qui fabrique les petits outils qu'on voit au début va les vendre, mais ça lui permettra d'acheter des outils dont il a besoin qu'il ne fabrique pas, etc. Donc dans ce lieu de vente, d'échange, chacun éprouve le besoin qu'il a de l'autre. Et dans ce lieu d'échange, on voit que du fait de ces besoins réciproques, les individus ont besoin de se parler les uns avec les autres. Et donc nous avons ici une image, une séquence qui est tout à fait significative de la conception que le Code civil a des relations entre les individus. À droite, que voyons-nous ? Nous voyons des linéaires à perte de vue, des linéaires d'une grande surface. Sur cette image, vous voyez qu'il n'y a pas de commerçant, il n'y a personne. Mais derrière cette personne, il doit y avoir quelque chose, probablement une personne morale, en tout cas une puissance financière, qui peut remplir des linéaires à perte de vue s'il n'a pas un capital suffisant pour en faire l'acquisition. Ce que nous voyons également, c'est qu'il n'y a pas d'échange. On se promène dans ces linéaires, alors parfois on est plus ou moins bavard, si on est à côté d'une autre personne dans le même linéaire, on dit « Ah, vous prenez quoi ? C'est bon ça ?» Voilà, on peut discuter un peu, mais c'est une petite sociabilité qui n'est pas celle qui n'est pas la sociabilité des petits commerces. Et puis, nous voyons aussi également apparaître que puisqu'il n'y a personne, puisqu'il n'y a a priori pas beaucoup d'échanges, il y a probablement un état d'ignorance. On peut supposer un certain état d'ignorance du consommateur devant le produit, puisqu'il ne sait pas qui est derrière. Il y a ce qu'on appelle cette fameuse asymétrie d'information. Et puis enfin, dernier point, vous voyez que ces produits sont assez standardisés et il n'y a pas, comme dans l'image de gauche, cet échange qui permet éventuellement d'établir une adéquation entre ce qu'on propose et ce que l'autre attend. Ici, c'est la même chose pour tout le monde, quels que soient ses besoins. La même chose avec des variantes, mais en tout cas une uniformité. Le législateur s'intéresse, dès les années 30, mais plus substantiellement à partir d'une loi du 10 janvier 1978, à la question de la consommation. Et le législateur s'y intéresse avec l'idée qu'entre le professionnel, celui qui est derrière ces linéaires et qui a fait toutes les acquisitions, et le consommateur, il y a une inégalité de fait dans l'information, dans la puissance financière, qu'il va falloir traiter. Et donc, le Code de la consommation, à travers ses dispositifs de protection du consommateur, marque un premier éloignement.
par rapport au droit civil, puisque ce droit de la consommation se constitue autour de l'idée qu'il y a une inégalité de fait, qu'il y a lieu de compenser pour rétablir, en fait, une certaine égalité entre le professionnel et le consommateur. Donc on s'éloigne de cette vision d'une parfaite égalité, enfin de cette vision qu'on doit supposer que la législation procède de l'affirmation qu'il y a une égalité de droit et ce principe structurant du Code civil qu'on ne prend pas en considération l'inégalité de fait. Eh bien, en droit de la consommation, on fait l'inverse. Pas tout à fait, mais en tout cas, on fait différemment. On va même aussi, d'ailleurs, implicitement remettre en cause cette conception de l'être raisonnable. Dans le droit de la consommation, vous savez qu'il y a toute une partie qui est destinée à protéger le consommateur contre lui-même. Ce sont toutes les dispositions qui encadrent le crédit à la consommation. Vous savez que généralement, dans ces grandes surfaces, alors peut-être pas celle d'alimentation, et encore, il y a toujours un petit espace réservé où il y a marqué où on peut éventuellement solliciter un crédit. Vous avez déjà vu ça, et c'est généralement au dernier étage, dans un petit coin. On dit « Ah, si vous ne pouvez pas, vous pouvez prendre un petit crédit. » Et ces crédits sont généralement à des taux très élevés. Eh bien, il y a des dispositions pour encadrer ce crédit, pour éventuellement venir en aide aux consommateurs qui se surendettent. Eh bien, on présuppose que devant cette multitude, le consommateur peut devenir déraisonnable et s'endetter excessivement. Et donc, il faut le protéger contre sa possible déraison. Et voyez comment on a maudit discrètement les principes structurants, les principes qui sont caractéristiques de l'esprit du Code civil. Les assurances. Alors, je vous propose une jolie citation. On est en 1756, on a dit ça, il est encore parti dans ces histoires anciennes, mais c'est le point de départ de la réflexion. Bon, Rousseau et Voltaire commencent à se détester, et en 1755, il y a eu un séisme qui a détruit pratiquement en totalité la ville de Lisbonne et qui a fait à peu près 50 000 morts, ou peut-être plus. On les décomptait hier, moins précisément qu'on ne le fait aujourd'hui. Et Voltaire écrit un poème sur la Providence, et où il met en doute la bonté divine, en disant comment, s'il y en a une, elle a pu laisser faire ça. Ce qui agace Rousseau, qui, de son ermitage, le 18 août 1756, prend sa plume et lui dit « Je ne vois pas qu'on puisse chercher la source du mal moral ailleurs que dans l'homme libre, perfectionné par temps corrompu. Et quant aux maux physiques, ils sont inévitables dans tout système dont l'homme fait partie. » Et voilà la phrase. La plupart de nos maux physiques sont encore notre ouvrage. Sans quitter votre sujet de Lisbonne, convenez par exemple que la nature n'avait point rassemblé là 20 000 maisons de 6 à 7 étages et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés, plus également et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre et peut-être nul. Combien de malheureux ont péri dans ce désastre pour vouloir prendre l'un ses habits, l'autre ses papiers, l'autre son argent. Ce que Rousseau écrit dans cette lettre d'août 1756, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience que les catastrophes auxquelles l'humanité fait face ont en partie et en très large partie leur responsabilité dans le fait même de l'activité humaine. Et donc là où Voltaire dit le séisme fait des victimes, il n'y a pas de bonté divine, c'est la providence qui frappe, Rousseau lui dit non.
Sans doute la Providence a-t-elle frappé puisque personne ne pouvait prévoir le séisme. Mais, dit-il, si le séisme fait autant de dégâts, à Lisbonne comme à Londres au moment du grand incendie, si le séisme fait autant de dégâts, c'est que les hommes ont créé des villes, que les hommes se sont mis les uns sur les autres et qu'en conséquence, leur activité n'a fait qu'accroître les risques auxquels ils se sont volontairement exposés. C'est cette réflexion, alors les assureurs n'ont pas tous lu Rousseau, mais c'est cette réflexion qui inspire, dès la fin du XVIIIe siècle, la constitution des premières grandes compagnies d'assurance, la première étant la Lloyd's, qui a été créée en Angleterre à la suite du grand incendie de Londres. En même temps que les individus comprennent qu'ils sont les auteurs, en partie, des risques auxquels ils s'exposent, les individus comprennent et inventent la technique qui leur permettra de contenir les risques auxquels ils se sont volontairement exposés. Et cette technique, c'est la mutualité. C'est la mutualité, c'est l'idée que si tout le monde vient à financer, si tout le monde vient à composer un patrimoine commun, ce patrimoine commun permettra d'indemniser au sein de la communauté les individus qui subiront, plus que les autres, les conséquences de ce qu'on appelle un sinistre, les conséquences d'un incendie, d'un séisme, d'une inondation, etc. Prenez cette réflexion, elle est encore de tous les jours. Il y a des inondations dans le nord de la France, comme il y en a en Haute-Savoie, comme il y en a eu à la suite de multiples tempêtes qui circulent sur notre territoire depuis que le climat change. Mais que dit-on ? Sinon que c'est nous qui sommes à l'origine, parce que c'est nous qui sommes à l'origine du changement climatique. Que dit-on des habitations qui sont toutes inondées et parfois au péril de la vie de ceux qui les occupent? On dit que l'urbanisme a favorisé cette situation. Quand il y a eu la tempête Xantia qui a fait, je ne sais plus, trentaine, quarantaine de morts, on a dit, mais c'est parce que, et c'était vrai, les constructions ont été édifiées en dessous du niveau de la mer. Cette catastrophe naturelle n'est devenue dramatique qu'à raison de l'activité humaine. Cette réflexion, elle est faite par Rousseau dès 1756. Dans l'assurance, que mettons en place ? Eh bien, on met en place une sorte de fraternité collective. On se dit qu'à plusieurs, en cotisant une somme raisonnable, on pourra venir en aide aux quelques-uns qui subiront les conséquences du sinistre. Cette fraternité, elle peut faire penser à celle du Code civil, mais elle est déjà différente. La fraternité du Code civil, c'est une solidarité entre des individus. C'est le frère qui vient en aide à sa sœur ou inversement. C'est celui qui rend service à l'autre qui est en détresse, quand bien même il serait dans une situation d'irrégularité. La fraternité, c'est le contrat entre deux individus créateurs de liens sociaux. Mais il n'y a pas de fraternité collective. Parce que s'il y en avait une, ça voudrait dire qu'on prendrait en considération l'inégalité de fait et qu'on viendrait dire en cas de catastrophe, ah ben c'est la faute à pas de chance. Il y a ceux qui n'ont pas eu de chance, ceux qui en ont eu. Alors il est moral que ceux qui ont eu de la chance viennent en aide à ceux qui n'ont pas eu de chance. Mais dans le Code civil, c'est à l'échelle de l'individu, à l'échelle des bonnes volontés. Dans l'assurance, on est en présence d'une fraternité collective. C'est un groupe qui se constitue
sous l'égide d'une compagnie d'assurance, bon, qui n'a pas envie de perdre de l'argent, mais qui se compose sous l'égide d'une compagnie d'assurance qui organise cette mutualité, cette mutualisation des risques entre les individus identiquement exposés.